À l'été 1806, la Prusse, considérée alors comme la première puissance militaire d'Europe, rentre en guerre contre la France. Devançant les Prussiens, Napoléon regroupe l'ensemble de ses forces à l'est de l'Allemagne sans pénétrer en Autriche. Il avance vers le Rhin en espérant leur couper l'accès vers Berlin. Les troupes prussiennes seront vaincues successivement à Jena et à Auerstadt. Napoléon fait son entrée dans Berlin. La Prusse est ralliée à sa cause. C'est le moment de lui imposer un décret qui interdit tout commerce avec l'Angleterre. Les marchandises provenant des îles britanniques ou de leurs colonies sont détruites ou séquestrées. Les pirates en mer participent volontiers à la manœuvre. Napoléon n'en a pas fini avec la 4e coalition. L'armée russe occupe la Pologne. La campagne est marquée par la sanglante bataille d'Eylau et l'écrasante victoire de Friedland. Celle-ci laisse des traces, à tel point qu'il faut recourir à la conscription pour renforcer la Grande Armée. Lors de son entrée triomphale dans Varsovie, Napoléon est abordé par une jeune Polonaise qui rêve de liberté pour son pays. Une idylle ambiguë naît à Wittgenstein entre Marie Walewska et le maître de l'Europe. Au printemps suivant, les opérations militaires reprennent avec la victoire de Danzig, qui stimule les troupes françaises. Las de la guerre, Alexandre sollicite une armistice auprès de Napoléon. La rencontre a lieu à Tilsit, sur un radeau. Je hais les Anglais autant que vous. Dans ce cas, la paix est faite. J'ai assez fait le métier de général, je vais reprendre celui de Premier ministre. Des deux hommes naît une grande amitié. 2 traités sont signés à Tilsit, l'un avec la Russie, l'autre avec la Prusse, ce qui renforce le blocus imposé aux Anglais. Malgré ses bonnes intentions, Napoléon tombe dans le piège espagnol. Certes, l'Espagne et son roi Charles IV, héritier des Bourbons, paraissent une proie facile. C'est sans compter sur le peuple espagnol, qui n'acceptera jamais les intrusions françaises dans ses affaires. La campagne va durer plusieurs années, créant un gouffre financier important. Empêtré dans ce guêpier, Napoléon est confronté à la naissance d'une 5e coalition qui le contraint à se lancer dans une nouvelle campagne contre les Autrichiens. Une défaite importante a lieu à Essling. Elle est très vite rattrapée par la grande victoire de Wagram. Un peu plus tard, Napoléon impose à l'Europe la paix de Vienne. Talleyrand pense qu'un mariage avec la fille du prince François II permettrait de sceller définitivement une alliance avec l'Autriche, tout en permettant d'assurer une descendance directe à Napoléon. Berthier est chargé de porter la demande de mariage. Au cours d'un dîner en tête-à-tête, Napoléon fait part à Joséphine de sa décision de divorcer. L'impératrice est effondrée. L'empereur décide d'accueillir la nouvelle impératrice à Compiègne. Napoléon s'est attribué l'ancien appartement du roi Louis XVI, jamais occupé. Le style décoratif est très marqué par l'empreinte de Joséphine, même si celle-ci n'occupa jamais les lieux. Sous une pluie battante, l'empereur se précipite à la rencontre de Marie-Louise. Estimant que le mariage par procuration est suffisant, il s'enferme dans sa chambre. Le lendemain, s'adressant à son valet, « Épousez une Allemande, mon cher, ce sont les meilleures femmes du monde, naïves et fraîches comme des roses. » Des roses, il va en trouver à Saint-Cloud lorsqu'il y célèbre son mariage durant 1 mois. Ce ne sont que fêtes, divertissements et spectacles assurés par les troupes de la Comédie Française ou de l'Opéra Comique. La foule acclame les 2 souverains. La naissance de l'Aiglon conforte la pérennité de la dynastie. L'enfant reçoit le titre de roi de Rome.
Un nouveau danger cependant menace. La Russie qui n'arrive plus à cacher son hostilité. Le tsar Alexandre n'est pas forcément suivi dans sa politique par la haute société russe. Napoléon est prisonnier de cette amitié née à Tilsit. Malgré cela, il décide de rebâtir une armée. Depuis la ville de Dresde, il donne l'ordre d'envahir la Russie. L'une des campagnes les plus désastreuses du Premier Empire s'engage. La victoire de la Moskova et l'entrée en force dans Moscou n'apportent rien en termes stratégiques. L'armée se trouve isolée en terre russe et harcelée par les Cosaques et les paysans. Napoléon décide de revenir sur ses bases, mais c'est déjà trop tard. Il faut repasser la Bérésina qui désormais est gelée. La grande armée en débandade est assaillie par les troupes adverses. De retour à Paris, l'empereur s'adresse à ses ministres. J'ai commis une grave erreur, mais j'ai moyen de la réparer. La désastreuse campagne de Russie vient à peine de prendre fin que Napoléon est confronté à une nouvelle coalition qui le contraint à engager son armée en Saxe. La Saxe lui ayant été restituée par le tsar Alexandre, Frédéric Guillaume III, roi de Prusse, décide de se ranger parmi les ennemis de Napoléon. Les Autrichiens de Metternich se rangent également aux côtés des Prussiens. L'état-major français est à pied d'œuvre. Il faut galvaniser les jeunes recrues, les Marie-Louise, qui pour la plupart sont enrôlés depuis peu. Désormais, la guerre est portée sur le sol français. Ayant laissé une partie de son armée aux frontières, Napoléon se rend à Paris, où il fait ses adieux à Marie-Louise et au petit roi de Rome. En cette nouvelle année, l'empereur repousse les envahisseurs à Brienne. Le 10 février, il coupe la route de Paris aux Prussiens. Le lendemain, les troupes russes sont mises en déroute à Montmirail. Pendant que Napoléon est occupé à repousser les troupes ennemies vers l'est, M. de Talleyrand entre en contact avec les chefs adverses. Au début du printemps, le tsar, accompagné du roi de Prusse, font leur entrée dans Paris, réduisant à néant les derniers efforts du souverain français. Les puissances alliées ayant proclamé que l'empereur était le seul obstacle au rétablissement de la paix en Europe, l'empereur Napoléon, fidèle à son serment, déclare qu'il renonce pour lui et ses héritiers au trône de France et d'Italie, et qu'il n'ait aucun sacrifice personnel, même celui de sa vie, qu'il ne soit prêt à faire à l'intérêt de la France. L'empereur apparaît en haut de l'escalier de la cour d'honneur. Arrivé au centre de la place, il prononce ses adieux à la vieille garde et prend en étreinte le général Petit. Il embrasse le drapeau, tandis que le grand maréchal Bertrand l'attend dans la calèche qui doit le conduire vers l'exil. Il embarque à Saint-Raphaël sous pavillon anglais et parvient à l'île d'Elbe quelques jours plus tard, où il est reçu par un groupe de notables. L'empereur, déchu par la convention de Fontainebleau, est autorisé à emmener 400 soldats. Pourtant, une poignée de grognards emmenés par Cambronne le rejoignent sur l'île. Assigné à résidence, il reste sous la surveillance du colonel anglais Campbell. C'est à l'hôtel de ville de Porto Ferriao qu'il s'installe, en attendant de trouver une résidence qui lui convienne. De son île, Napoléon suit de près les événements qui se déroulent en France. Il sait que Louis XVIII est revenu d'Angleterre. Ainsi, celui-ci a rétabli la monarchie 20 ans après. Napoléon, amusé, se fait tenir au courant des maladresses du souverain. Les frontières du pays sont ramenées à celles de 1791, augmentées de la Savoie et de Nice. Madame Mère et sa sœur Pauline sont arrivées sur l'île.